Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Je suis déterminée à mener la guerre contre les narcotrafiquants. Bruno Retailleau persiste et signe. Interrogé aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le fléau des meurtres et règlements de compte liés au trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur poursuit sur sa ligne de grande fermeté. Le premier flic de France, qui est largement soutenu par l'opinion publique, demande un vrai coup d'arrêt contre ce qui est en train de gangréner notre pays. On l'écoutera dans cette édition en direct lors d'un déplacement sur le terrain à Nanterre, auprès des policiers qui sont bien sûr les cibles privilégiées, des dealers. On est avec Rachel Kahn. Bonsoir Rachel, merci d'être avec nous. Avec Franck Tapiro, ravi de vous recevoir. Bonsoir cher Franck, publicitaire. Nous sommes avec notre ami Denis Jacob, qui est directeur de Sécurité Consulting. Bonsoir Laurence. Policier. Merci à vous. Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Bonjour ma chère Laurence. Et nous sommes avec Eric Revel. Bonsoir Laurence. Alors je vois qu'on est en ruban tous. Il y a les rubans jaunes, qui sont les rubans de ramener à la maison les otages, évidemment. Et il y a ce ruban rose, c'est Octobre Rose. Évidemment, la prévention contre le cancer du sein pour que toutes les femmes aillent se faire dépister. On ne le répétera pas assez, c'est très important. C'est un message de santé publique. Voilà, on a des messages qui sont importants à faire passer. Et qui se conjuguent. Bien entendu, oui, bien entendu. On va évoquer, si vous le voulez bien, pour commencer, le narcotrafic, parce qu'il y a des déclarations très fortes du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On évoquera ensuite ce qui se passe, évidemment, au sud du Liban, comme je l'évoquais, parce qu'il y a des déclarations d'Emmanuel Macron qui font bondir à nouveau. Mais d'abord, le narcotrafic. On écoute Bruno Retailleau. La guerre sera menée contre les narcotrafiquants. Les mots ont un sens, écoutez-le. Le combat que nous avons mené pendant 10 ans contre le terrorisme, il va falloir maintenant le mener contre le narcoterrorisme. Avec les mêmes armes, la même détermination dans l'action, la même volonté dans la durée et avec un nouvel arsenal, oui. Je suis décidé, nous sommes décidés, sous l'autorité du Premier ministre Michel Barnier, à mener une véritable guerre, parce que lorsqu'on s'en prend aux Français, aux symboles de la République, c'est à l'État, c'est à la République qu'on s'en prend, et jamais nous ne nous laisserons intimider, et toujours nous riposterons, nous rendrons coup pour coup. Denis Jacob, vous confirmez qu'en fait, on peut parler de narcoterrorisme aujourd'hui? Oui, je pense que Bruno Retailleau a véritablement raison de poser cette dénomination, parce qu'aujourd'hui, on le sait, et malheureusement les attentats qu'on a vécus en France l'ont démontré, un grand nombre de terroristes avaient préalablement été des délinquants dans les trafics de stupéfiants. Et quand il dit « nous allons faire la guerre contre ces narcoterrorismes », ça fait référence aussi à ce qui s'est passé devant le commissariat de Cavaillon. Alors, c'est les voitures de police brûlées par les voyous. Que 2 personnes ont été identifiées, interpellées, mises en examen et écrouées. Et la procureure a pris la parole en disant que, vraisemblablement, les éléments en sa possession pouvaient confirmer le fait que ces individus-là étaient liés au trafic des stupéfiants, en plus originaire de la région parisienne. Ça démontre qu'il y a bien un maillage, il y a bien un réseau qui est maintenant implanté en France, et il est temps de réagir pour ne pas se retrouver, comme on a pu le dire dans une autre émission sur CNews, arriver à une mexicanisation liée à l'islamisation, notamment, et à l'immigration par rapport à ce narcoterrorisme. J'aimerais qu'on écoute juste Jean-Louis Debré, qui était l'invité ce matin de Pascal Praud, et qui a dit, il sillonne la France, il fait un spectacle, il est sur scène, et il dit, ce dont me parlent les gens après la représentation, c'est tout ce qui est lié au trafic de la drogue. C'est en train de devenir le premier fléau dans notre pays, écoutez-le. Mais quand je vais dans une ville, je fais 3 choses. Je joue au théâtre, et si on veut... Et s'il me demande, je vais le matin dans les écoles parler de la République, de la laïcité, de la nation, du sentiment national. Et le soir, après le théâtre, on répond aux questions et on va dîner avec les gens qui veulent bien dîner dans le petit bistrot, s'il y a un bistrot ouvert. Et qu'est-ce que j'entends? D'abord, une surnostalgie du passé, à votre époque. C'est normal. Une inquiétude quant au présent, une angoisse quant à l'avenir et une espèce oui, plus qu'une angoisse face à 2 phénomènes, la drogue
La drogue qui arrive dans toutes les petites villes, quand on fait une place nette dans une grande ville, les mecs ils vont dans les petites villes. Voilà, ils vont dans les petites villes et ils assènent partout, Denis Jacob. Oui, j'ai un très grand respect pour Jean-Louis Debré, mais il a été ministre de l'Intérieur. Et le problème de la drogue... Il y a quelques années quand même. Mais la drogue, elle n'est pas d'aujourd'hui, cher Laurence. Non, mais l'ampleur que ça prend aujourd'hui, Denis... sur le terrain dans les années 90. Denis, c'est pas les mêmes volumes. Là, on croule sous les volumes de la drogue. D'accord, mais... Enfin, c'est pas les mêmes volumes. La situation d'aujourd'hui est quand même la conséquence de tout ce qu'on a laissé faire pendant un certain nombre d'années. Moi, dans les années 90, la plaque tournante de la drogue, elle était entre Saint-Denis et Gennevilliers. J'étais à Villeneuve-la-Garenne et je peux vous dire que des problèmes de règlement de compte, de violences urbaines, on les avait déjà, certes, dans une moindre mesure. Mais qu'est-ce qu'on a laissé faire? C'est ça que je ne comprends pas. Donc c'est le travail des policiers aussi qui est en cause. Vous dites qu'on a laissé faire. C'est la politique en matière de sécurité qui fait aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les résultats qu'on souhaiterait. Okay. On est passé d'une politique hyper préventive dans les années 2000, ensuite à quelque chose de très répressif, ensuite il a fallu trouver un juste équilibre. Enfin, on est toujours en train de... La lutte contre le trafic de stupes, elle ne s'est jamais arrêtée, Denis Jacob. Non, même sous le quinquennat Hollande, soyons clairs, elle ne s'est jamais arrêtée. Mais aujourd'hui, si vous voulez, la problématique que l'on a, c'est qu'il y a des réseaux qui se sont implantés durablement, qui se sont infiltrés dans les quartiers, avec une économie souterraine depuis des années, et qu'aujourd'hui, on a la loi des voyous, des criminels, qui veut s'imposer à la loi de la République. Ça, c'est une réalité. Les voitures de police. Mais c'est intéressant, parce que c'était deux mondes, en fait, le monde de l'islamisme radical et de la drogue, qui étaient vraiment dos à dos. Et ça fait une vingtaine d'années, à peu près 20-25 ans, qu'ils ont vraiment fait affaire ensemble. Alors que, encore une fois, c'est dû à tous les politiques successifs de gauche et de droite, dans le déni absolu, qui ont laissé ces deux mondes qui étaient réellement opposés. Et les ont même s'associer, je dis s'associer. Là, on va avoir Bruno Retailleau qui va s'exprimer dans quelques instants à propos du trafic de drogue. Il a fait une intervention déjà assez musclée à l'Assemblée tout à l'heure. Mais j'aimerais juste qu'on s'intéresse avant à ce qui s'est passé dans les quartiers nord de Marseille. À nouveau, un refus d'obtempérer extrêmement grave. Évidemment, un de plus, avec une voiture et 4 personnes qui a refusé un contrôle de police. 4 policiers ont été blessés. Explication de Marie-Victoire de Lyonnais. Dans la nuit de lundi à mardi, 4 policiers ont été blessés à la suite d'un grave refus d'obtempérer, selon les mots du préfet de police. Les faits se sont déroulés vers 2h du matin dans les quartiers nord. Un véhicule refuse de se faire contrôler et prend la fuite. Des renforts de police arrivent donc sur place, mais une seconde fois, le conducteur refuse d'obtempérer. Il tente de prendre l'autoroute à contresens. Il percute violemment non pas une, mais 3 voitures de police. Les 4 occupants sont finalement interpellés. Parmi eux, le conducteur, un homme âgé de 22 ans, déjà connu pour des délits routiers. Il est placé en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé et pour violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Parmi les 4 agents de police blessés, l'un d'entre eux a reçu une incapacité totale de travail de moins de 8 jours. Marie-Victoire, voilà pour le quotidien des policiers. On a Bruno Retailleau qui est en train d'arriver à Nanterre. Denis Jacob, il va s'exprimer à propos du trafic de drogue. Tout ça est lié, évidemment. On fonce sur les policiers, parfois parce qu'on a une cargaison de drogue et qu'on ne veut pas s'arrêter. Ce sont les policiers qui sont les cibles. Malheureusement, il faut rappeler... Et pour le coup, la force d'interposition, c'est eux. Oui, mais il faut rappeler aux téléspectateurs que derrière un refus d'obtempérer, il y a une autre infraction, systématiquement. Bien sûr. Un délit très souvent lié à la drogue, à une fiche de recherche, à des actes criminels ou délictuels de commis liés avec... Parfois un défaut de permis aussi. Hein. Alors, défaut de permis, défaut d'assurance, l'alcool, mais il y a toujours une infraction derrière. Ouais. Et sur la lutte contre la drogue, j'en profite très rapidement puisqu'on va voir le ministre, tout à l'heure, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. La police lutte depuis toujours contre la drogue. Mais au-delà de la mission de police, alors, il faut qu'il y ait la volonté Denis, politique. Je crois qu'on va écouter le ministre de l'Intérieur qui s'approche des micros. Je pense que voilà, il s'éclaircit la gorge. Et il va nous parler du trafic de drogue. Bon, non, pas encore tout de suite. Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de souci. Et quand je parle de volonté politique, par exemple, faire une réforme de la police judiciaire, comme on l'a connu il n'y a pas très très longtemps, c'est amener à déstabiliser le fonctionnement et le travail des policiers. Donc, la lutte efficace contre le trafic de drogue, comme d'ailleurs toute mission de police, est liée aussi à l'alternance politique et à la volonté de chaque ministre de l'Intérieur de savoir ce qu'il veut faire de la police. Je vous l'ai dit dans une émission il n'y a pas très longtemps, j'ai 36 ans de police, j'ai connu plus de 20 ministres de l'Intérieur. Donc, à chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur arrive, c'est pour faire différemment ou autrement. Cette fois-ci, c'est parti pour Bruno Retailleau sur le trafic de drogue. La guerre contre le narcoterrorisme.
La première chose, c'est qu'il faut encourager les hommes et les femmes qui se dévouent. Et les Français ne voient pas le travail qu'il y a dans l'ombre. Parce que ici, pour ces sacs de résine de cannabis, il y en a 1 tonne. C'est un travail nuit et jour. C'est un travail le week-end. Et c'est aussi un courage qui est absolument incroyable. Donc je suis venu ici à la direction départementale de la police judiciaire pour saluer et les enquêteurs et la BRI. Ils ont fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Donc la première chose, c'est qu'il faut être au contact des hommes et des femmes, leur exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, parce qu'il n'y a rien d'évident. Quand on réalise une telle saisie, vous n'imaginez pas l'ingéniosité, vous n'imaginez pas le courage, vous n'imaginez pas le travail qu'il a fallu derrière. Ensuite, moi je considère qu'aujourd'hui en France, il est minuit moins de quart. Je considère que le narcobanditisme doit être désormais envisagé comme une cause pour un combat qui est national. Parce que c'est une cause racine de l'hyperviolence, on le voit parfaitement, parce que ça peut menacer nos institutions jusqu'à notre souveraineté dans certaines parties du territoire, avec une corruption qui peut s'étendre. Et moi, je ne veux pas que demain, notre pays, la France, soit sur la voie de la cartélisation. Donc il va falloir réagir. Et réagir de façon très très déterminée sur 2 plans. Je veux m'adresser aux consommateurs. Parce que trop souvent, on dit, voilà, on fume, etc., c'est du rétroactif. Moi, ce que je veux dire, c'est que un joint, il a le goût du sang. Il a le goût des larmes. Parce que derrière le joint, la coke ou d'autres drogues, il y a des réseaux, il y a des mafieux, il y a des gens qui profitent d'autres êtres humains, qui s'engraissent, qui font des fortunes, qui commanditent des crimes, des assassinats, de la pire des façons. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Il faut responsabiliser les consommateurs. Et ça, c'est un discours de vérité que je veux tenir. La deuxième chose, c'est que je pense que si on fait du narcobanditisme une grande cause pour un grand combat, je l'ai comparé tout à l'heure en m'adressant aux enquêteurs, en m'adressant à la BRI, à ce qui s'est passé pour le terrorisme. On est en 2015, la France est frappée. Et à l'époque, on est démunis. On n'a pas de parquet national spécialisé, le PNAT. On a des services de renseignement qui ne sont pas vraiment coordonnés. Laurent Nunez a connu cela. Et on va prendre le taureau par les cornes. On va avoir une vraie stratégie, on va avoir un arsenal, des outils législatifs qu'on va forger au fil des ans et on va obtenir des résultats. Je le disais tout à l'heure, 3 attentats déjoués pour les Jeux Olympiques. Je ne veux pas dire que demain, ça ne peut pas arriver. Parce que c'est un combat qui est toujours renouvelé, qui est toujours à recommencer. Mais on a su se réarmer contre le terrorisme. Eh bien, ce qu'on a fait contre le terrorisme, il va falloir que dans les 10 ou les 20 prochaines années, on le fasse pour le narcobanditisme. Avec la même détermination dans l'action, avec la même constance dans la durée, et avec des outils, avec un arsenal législatif qui va nous permettre de doter les forces de sécurité, les enquêteurs, d'outils qui leur permettront de contrer ces fortunes, ces réseaux qui sont en train d'infiltrer profondément un certain nombre de nos territoires. Ce que vous nous dites, c'est que l'arsenal législatif actuel n'est pas suffisant pour lutter contre le narcotrafic et qu'il faudra donc une nouvelle loi? S'il y avait qu'une loi, ce serait facile. Je parle, moi, d'une volonté politique, d'un courage politique. Et je parle d'une stratégie qui sera globale. Bien sûr, il faut un arsenal. J'avais diligenté, lorsque j'étais patron du groupe au Sénat, une commission d'enquête. Elle a fait une 30aine de propositions, elles peuvent être améliorées. C'était une commission transversale. Le président était un sénateur socialiste. Le rapporteur, un sénateur, les Républicains. Donc on voit bien, même lorsqu'on a une Assemblée nationale un peu archipélisée, qu'on peut regrouper les bonnes volontés. Mais moi, je pense, bien sûr, il y a des propositions sur la table. Je pense qu'il faut voir ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis ou en Italie. Il faut frapper au portefeuille. Il faut saisir des biens. Al Capone est tombé, je vous le rappelle, sur une enquête fiscale. Il faut aussi donner un cadre
pour les indicateurs. Est-ce que vous pensez un seul moment que sans indicateurs, on pourrait avoir l'efficacité de nos enquêteurs, de nos policiers, de nos gendarmes? Évidemment que non. Il faut avoir un statut du repenti. Donc il y a tous ces outils législatifs qu'il va falloir forger. Ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur qui peut le faire. Et j'en ai déjà parlé avec Didier Migaud, ça doit être un travail sous la responsabilité du Premier ministre, Michel Barnier, qui est, je pense conscient des efforts qu'il va nous falloir produire. Mais il doit y avoir pas seulement un changement de degré dans notre action, mais de nature. Fondamentalement, on en est là. Quel regard vous portez sur les opérations PlaceNet, la stratégie de pilonnage des points de deal qui était portée par votre prédécesseur Je pense qu'il a eu raison de le faire et qu'un certain nombre d'opérations PlaceNet ont eu du succès. On est en train d'évaluer, ça fait à peu près 1 an que les premières ont été déployées, mais je pense que ça a été des actions qui ont été des actions déterminantes. On voit bien d'ailleurs dans les premiers retours que l'on a, c'est que ces actions, elles sont d'autant plus efficaces qu'elles sont parfaitement coordonnées, notamment pour la judiciarisation avec la justice, mais aussi avec des services fiscaux, avec les douanes. Donc ce sont des actions qui ne sont pas uniquement des actions de nos services d'ordre, des forces de sécurité intérieure, elles doivent être coordonnées. Mais bien évidemment, on va en retirer l'expérience. S'il faut bouger, ce qu'il faut améliorer, on le fera. Mais je pense qu'elles sont légitimes. Concernant l'immigration, vous souhaitez vous inspirer du modèle italien. Quid des personnes déboutées, par exemple, du droit d'asile? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Non, d'abord, je vais vous dire une chose. J'étais avec mes collègues, j'étais jeudi à un conseil européen consacré à l'immigration, où il y avait, autour d'une grande table, comme on peut les imaginer, c'était au Luxembourg, il y avait 27 ministres de l'Intérieur. Et chacun d'entre nous, on s'est exprimé. Je défie quiconque, à l'expression des ministres de l'Intérieur, je défie quiconque de me dire si le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait appartenait à un gouvernement de droite ou de gauche, conservateur ou social-démocrate. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a en France souvent, dans le microcosme, un débat franco-français. Mais au niveau européen, on est tous alignés. Il y a un très grand consensus parce que le peuple français, mais aussi les peuples européens, nous demandent de reprendre le contrôle, un contrôle qui nous a échappé. Sur l'Italie, bien sûr, il faut s'inspirer. Par exemple, l'Italie a obtenu des résultats, moins 64% de flux irréguliers. Mais ce n'est pas l'Italie toute seule qui l'a obtenu. C'est grâce à des accords que l'Union européenne avait passés avec la Tunisie et avec l'Égypte. Ce que l'Union européenne a fait avec ces deux pays-là, pourquoi est-ce que la France, on ne le ferait pas avec d'autres pays ? Bien entendu. On va voir parce que pour l'instant, c'est une opération qui débute, l'opération qui consiste à prendre des migrants en mer pour les transférer en Albanie. Nous, on a aujourd'hui, notamment sur les demandeurs d'asile, on a une règle constitutionnelle qui date d'ailleurs de 1946 et qui nous dit, voilà, il faut examiner les demandes d'asile sur le sol français. Donc on ne peut pas vraiment tout copier. Mais je pense qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques. Et moi, je suis très heureux parce que c'était ma première réunion. On a fait plusieurs demandes et dont une demande qui est pour nous importante. Il y a une directive retour qui a été votée en 2008. Mais retenez que la directive retour, elle empêche les retours. Et donc, il faut la réviser. On était tous d'accord. Et curieusement, et je m'en félicite, Madame von der Leyen, hier, quelques jours après notre réunion, quelques jours après que les ministres de l'Intérieur aient dit il faut impérativement qu'on change la règle européenne, Madame von der Leyen a pris sa plume et elle a envoyé à tous les chefs d'État, les 27 chefs d'État, une lettre pour dire on va adopter une nouvelle législation et enfin, on va pouvoir plus facilement éloigner ceux qui n'ont pas à être sur le territoire français. C'est ça qu'il faut faire. Mais il faut, là encore, agir avec une très forte résolution et ne pas craindre, évidemment, les polémiques qu'il peut y avoir par ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que nous proposons ici, le débat qui existe aujourd'hui en France, il est porté par tous les ministres de l'Intérieur au niveau européen. On va s'arrêter là. C'est très bien. Merci à vous.
Merci. Voilà. Merci et bravo, vraiment bravo. Bravo pour votre travail. Voilà pour le message de Bruno Retailleau sur plusieurs points, Louis de Ragnay. Il est parti du trafic de drogue. Je ne veux pas que notre pays soit sur la voie de la cartélisation. Il veut s'en prendre aux consommateurs. Un joint a le goût du sang et des larmes. Et puis après, il a embrayé sur les sujets de terrorisme et d'immigration. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois... des sujets multiples. Absolument. Bruno Retailleau veut montrer veut poser sa vision globale. Et il veut montrer que tous les sujets sont liés. Et donc, il fait ces liens entre chacun des sujets pour montrer qu'il veut tout changer en profondeur. À chaque fois, la question qu'on se pose, il affiche une ambition qui est extrêmement forte. Et sans doute, ça fait très longtemps qu'un ministre de l'Intérieur n'est pas allé aussi loin. Aura-t-il les moyens, aura-t-il les capacités, aura-t-il le temps de tout mettre en œuvre? Voilà. Vraie question. Ça reste la grande question. Donc, au départ, c'est le trafic de drogue. Oui, c'est bien le motif sûr. de cette intervention, Denis Jacob. Il faut relever ce qu'a dit très courageusement Bruno Retailleau. Mais je peux reconnaître sa volonté de poser un constat qui est pas tout doré, hein, le constat, là, comme quoi il y a des défaillances et des dysfonctionnements, et puis d'avoir un volontarisme politique de lutter contre la drogue. Et je le disais tout à l'heure, la lutte contre la drogue, ce n'est pas que le travail policier, c'est la volonté politique avant tout de lutter contre cela. Alors maintenant, est-ce qu'on aura les moyens, est-ce qu'il aura les moyens de son ambition? Parce que moi, ça fait des années qu'on me parle de la saisie des avoirs, de la saisie des véhicules rapides, qu'on allait réattribuer tout cela à la police nationale. On n'en entend plus parler. Moi, j'aimerais bien qu'on nous fasse un bilan là-dessus, savoir quels moyens supplémentaires ont été donnés à la police pour pouvoir lutter contre le trafic de drogue. Et puis, on ne demande pas à la police d'être efficace. Et je le disais là aussi, mais j'insiste parce que beaucoup de mes collègues qui travaillent en police judiciaire l'attendent. On ne fait pas un démantèlement ou en tous les cas une grande réforme de la police judiciaire à un moment où la police a la plus grande difficulté. C'est pas lui qui l'a enclenché. Non, c'est pas lui qui l'a enclenché, mais malheureusement elle est là, la réforme, et puis elle va se poursuivre. Donc les policiers de la police judiciaire, ce sont des policiers de l'ombre qui ne comptent pas leurs heures, qui peuvent travailler jusqu'à plusieurs semaines d'affilée sans avoir de jours de repos. Donc voilà. Mais on est d'accord. Donc espérons maintenant que derrière, il va y avoir l'accompagnement aux annonces du ministre, à savoir le gouvernement, mais aussi toute la classe politique.